Bonjour et bienvenue sur Le Sport en Images. Bonjour Isabelle Femme. Bonjour. Alors Isabelle Femme, vous êtes la femme du maître. C'est ça. Et donc vous êtes ici pour le représenter et puis suivre bien sûr votre club et Tout à fait. vos enfants qui pratiquent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation aujourd'hui de cette 38e Coupe de France de Konkido? Donc, moi j'ai pu remarquer dès le départ qu'il y avait une organisation très structurée, vraiment avec un encadrement et beaucoup de bénévoles, ce qui est primordial pour une compétition. Sans les familles, sans les bénévoles, ça ne fonctionne pas. Donc il y a, au niveau de la sécurité, il y a ce qu'il faut, au niveau de l'administratif, il y a ce qu'il faut. On a un nombre d'arbitres suffisant, ce qui n'est pas facile de mobiliser tout le monde sur une journée. Les clubs ont joué le jeu. On a quand même un expert qui est 5e dan dans la région centre, qui est Taosu Tiki Mortuza, qui est l'organisateur qui a accepté de prendre l'organisation de cette Coupe de France avec la région centre et les clubs de la région centre. Donc ils ont l'habitude de l'international et l'organisation est vraiment cadrée sur l'international aujourd'hui. Donc ce qui permet d'avoir une compétition qui se déroule sereinement et paisiblement jusqu'à maintenant. Tout à fait. En parlant d'international, est-ce que vous pouvez nous dire où est le maître en ce moment? Donc le maître fondateur est très très occupé, ce qui veut dire que la méthode se développe énormément. Ce week-end, il est sur l'Italie, à Milan, où il a un gros stage armes Konkido. Il était le week-end dernier en Côte d'Ivoire à Abidjan. Le week-end avant, il est venu à Orléans. Enfin, tous les week-ends, il est très très occupé, autant au niveau national qu'international. Ça se développe énormément. D'accord. Et alors, au niveau international, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de pays où la pratique du Konkido s'est développée? Alors, on a entre 25 et 30 pays officiellement et officieusement. Alors, quand je dis officieusement, c'est qu'on sait qu'il y a des pratiquants, on sait qu'il y a des fédérations, mais ce sont des pays en voie de développement où économiquement, c'est très très compliqué pour s'affilier officiellement, pour avoir ne serait-ce que des tenues officielles. Mais en Afrique, ça se développe énormément. Aujourd'hui, on a l'Inde qui vient officiellement de s'affilier à la fédération internationale. Donc l'Inde, ça promet un développement énorme. On a l'Amérique du Sud qui se développe énormément, l'Asie. Mais voilà, au niveau des chiffres, c'est très difficile de savoir exactement combien de pratiquants pratiquent réellement le Konkido aujourd'hui, dans ces pays-là en voie de développement. D'accord, ok. Et donc le maître est amené à aller dans tous ces pays Tout à fait. pour animer et développer la méthode Konkido. Donc lui, effectivement, il fait le tour de tous les pays. Tous les week-ends, il est en déplacement. Il a aussi formé, après toutes ces années, depuis 1981, des hauts gradés qui sont 6e, 7e, 8e dan au jour d'aujourd'hui. Sur chaque continent, ces responsables, ces hauts gradés sont chargés de former d'autres hauts gradés pour chaque nation et ensuite développer. En fait, c'est comme une pyramide qui en découle. La base, c'est la transmission. Ne rien perdre, transmettre de plus en plus à toutes ces nouvelles générations. Une fois qu'on a un peu ouvert le terrain, le maître fait le tour de tous ces pays pour amener son savoir et son expérience. D'accord, la transmission, ce qu'on disait avec Jamsou Olivier Massoutier, oui. Très important. Comment se passe cette transmission avec ses enfants? Donc il a une fille aujourd'hui, Wansou Mailan Femme, qui a 21 ans, qui pratique depuis qu'elle est née, on peut dire. Et son fils, donc Swantam Femme, qui a 16 ans, qui rentre maintenant dans la transmission officiellement. Donc il y a l'entraînement quotidien, tous les jours depuis qu'ils sont nés. Donc il y a les techniques codifiées qui sont dans les passages de grade, dans toutes les fédérations, ouvertes à tous les pratiquants du monde entier. Et il y a le savoir familial, la transmission des connaissances, on appelle ça des petits secrets familiales, mais qui sont primordiales pour le développement, pour l'évolution du Konkido. Sans évolution, c'est une pratique qui meurt. Donc il faut s'évoluer, s'adapter au temps, aux nouvelles générations. Et c'est par la jeunesse qu'on arrivera à continuer à développer. Toujours voilà. À la jeunesse. Et donc vous, en tant que femme du maître, quel est votre rôle dans cette représentativité et transmission du Konkido? Alors, moi je suis effectivement l'épouse du maître, mais je ne suis pas que l'épouse du maître, ça serait résumé un peu facilement. Moi, je pratique le Konkido depuis 1986. Je suis ceinture noire 7e dan. Je fais partie donc du bureau du maître fondateur, c'est-à-dire tout ce qui est chargé de la transmission et de la succession du Konkido. Je m'occupe de l'International Fédération, donc tout ce qui veut dire préparation des séminaires, des stages, des déplacements,
Je suis en contact avec les ambassades pour développer, pour des visas, enfin pour des tas de relations. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de pérenniser tout ce qui est administratif, organisation, pour que quand le maître fondateur arrive dans un pays, tout soit déjà en place au niveau de la sécurité, de la structure, des pratiquants. Et surtout assurer la transmission avec nos enfants pour qu'ils puissent après arriver sur un terrain défraîchi, si on peut parler comme ça, quoi. Au niveau de cette organisation, comment ça se passe au niveau international pour gérer justement un développement harmonieux entre tous les pays? Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué? Alors, ça a été compliqué au début, forcément, puisque quand on a commencé à se développer dans certains pays, il y a au début un problème culturel, de religion, de tradition. Il faut que l'art martial s'adapte à toutes ces cultures-là, c'est primordial. On peut tous pratiquer le Kwan-Kido, quelle que soit la religion, le pays, la culture. C'est à nous de nous adapter. Ça, c'est la base. Ensuite, on a une fédération internationale qui est en Suisse aujourd'hui, une fédération reconnue par la TAFISA, qui s'appelle l'International Kwan-Kido Federation. Cette fédération fédère toutes les nations où le Kwan-Kido est officiellement reconnu. Donc les nations s'affilient à cette fédération-là. Dans la fédération internationale, on a des hauts cadres. Et ça descend ensuite en pyramide, dans les pays, dans les régions, dans les villages et jusqu'en bas du pratiquant. En fait. D'accord. Comme au niveau de la pratique martiale, c'est pareil au niveau de l'organisation. Tout à fait, ça fonctionne en pyramide en fait. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce que vous attendez de cette compétition et qu'est-ce que vous attendez des jeunes de manière plus globale au niveau de leur pratique? Qu'est-ce qu'on attend des jeunes aujourd'hui qui pratiquent le Kwan-Kido? Alors, à savoir que on a un peu calculé au niveau national et international. Dans chaque pays, y compris la France, on a entre 45 et 70% de jeunes, c'est-à-dire entre 7 et 17 ans. Forcément, c'est le futur du Kwan-Kido. C'est une réalité, comme dans beaucoup d'arts martiaux d'ailleurs. Donc ce qu'on attend de voir dans une compétition, alors une compétition, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, on peut s'entraîner 6 mois et pas monter sur le podium. Alors petite déception, il y a toute une pédagogie derrière à expliquer que c'est pas une fin en soi. Mais nous, ça nous permet en tant que haut grade et jury de regarder l'évolution technique de chaque ville, chaque club et au niveau national après. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit parfois en compétition que certains jeunes ont des problèmes, par exemple, sur les techniques de pied. Ça va nous permettre de se dire, bien tiens, si tous ces enfants-là ou ces jeunes pratiquants ont des problèmes de pied, c'est peut-être qu'en haut de la pyramide, il y a une pédagogie à retransmettre pour redescendre l'information et tout redétailler. Ce qui nous permet par exemple de voir que d'année en année, par exemple les pieds ont progressé, les points progressent et le but c'est que techniquement on arrive à avoir une harmonisation technique. C'est-à-dire que si on prend un pratiquant du sud ou un pratiquant du nord, il doit avoir à 95% la même technique. On ne peut pas avoir une technique qui soit différenciée. C'est pas possible. Ça posera des problèmes pour le futur aussi, non après. Et c'est pour ça que le maître est souvent en stage, en déplacement, qui fait les stages d'été, donc qui se déroulent sur une semaine dans le sud de la France, à Toulon. Donc on a 2 stages internationaux en été et en hiver sur Toulon, où là on a pratiquement tous les hauts gradés de tous les pays avec tous les directeurs techniques dont Jamsou Olivier et Taosu Tilki Mortuza de la région centre qui sont présents à chaque stage. Là on peut dire qu'ils viennent boire à la source, tout simplement. Il y a une transmission et chaque année on a un thème, c'est-à-dire une année ça peut être basé sur les combats, sur le corps à corps, sur la progression technique et il en découle un programme de travail sur 1 ou 2 ans et on voit comment ça se passe. Et c'est comme ça que le Kwan-Kido évolue, qu'il s'harmonise et qu'on arrive à codifier les techniques au niveau national et international. Le but étant, c'est qu'on peut avoir un pratiquant de la Côte d'Ivoire qui arrive en compétition et la même technique qu'un pratiquant de Paris, d'Orléans ou de Marseille, quoi. Ça, si on n'harmonise pas un art martial, c'est un art martial qui meurt de toute façon. C'est primordial. Donc les compétitions, on voit, sont là pour harmoniser l'ensemble des techniques et des compétiteurs. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour les compétiteurs aujourd'hui, pour les encourager à faire face? C'est difficile d'être compétiteur parce qu'il y a souvent les papas, les mamans, les coachs qui sont dans les tribunes. On attend énormément des compétiteurs. On sait qu'en club ça se passe très très bien. Moi je leur souhaite, mais c'est difficile à cet âge-là, de prendre du plaisir parce que les années passent vite et que les catégories changent. Et quand on est compétiteur, c'est de plus en plus difficile. Mais ça permet à chacun d'avoir et une expérience technique, une expérience sociale
mais surtout de créer des liens avec tous les pratiquants, ce qui évite énormément de problèmes quand on passe aux assauts après, en fait. En compétition, en combat, s'il y a des liens qui ont été créés, ça devient très amical et fraternel, en fait. Oui, c'est très important au niveau... Ce n'est pas que martial le Kwan-Kido, c'est aussi social. Il y a la partie pratique, tout simplement, mais c'est une partie sociale, fédératrice. Je prends un exemple concret, moi, d'une jeune fille de la zone sud qui, grâce au Kwan-Kido, a pu sortir un peu de son quartier difficile et à 18 ans a pris le train pour la première fois de sa vie pour venir en compétition. Ça semble rigolo, mais avec le Kwan-Kido, on arrive à faire vivre des choses à des jeunes qui n'ont pas toujours une vie facile. C'est primordial. C'est encourageant et c'est ça qu'il faut retenir. Très bien. Merci Isabelle Pham. Avec grand plaisir. Pour cette interview. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews et pour les assos ceinture noire. Merci. Merci.